Allez, nouvel enregistrement aujourd'hui avec Ronan Simon. On aurait presque pu enregistrer en présentiel pour une fois sur l'instant outdoor parce que quasiment la totalité des épisodes que j'enregistre se font à distance. Mais Ronan, on est presque voisins et tu m'as contacté parce que tu vas faire quand même un défi assez incroyable dont tu vas pouvoir nous parler dans cet épisode. Mais avant tout, je te propose de te présenter, s'il te plaît. Alors, bonjour, bonjour François, bonjour à tous. Donc, moi, je suis, j'ai 55 ans, je suis papa de deux enfants assez grands, donc 17 et 19 ans, Noé et Romy. Je suis marié avec Estelle et nous habitons donc à l'île Tudy. Je suis enseignant de PS au lycée, au collège Saint-Gabriel à Pont-l'Abbé. Et puis, d'un point de vue sportif, j'ai été entraîneur de foot pendant de très longues années, jusqu'à l'an passé. Un haut niveau régional, et puis footballeur avant ça. Et j'ai découvert le triathlon donc il y a de ça un an. Voilà, j'ai commencé par un half Ironman à Cisa, le Tri-Braze, invité par un copain en fait qui organisait. Et c'est comme ça que j'ai découvert le triathlon. Voilà, en Alors, résumé. qu'est-ce qui t'a fait basculer? Parce que quand on est footeux, il y a beaucoup de footeux quand même qui se reconvertissent sur les sports plutôt d'endurance, type triathlon, trail. On en voit beaucoup Mhm. qui passent du foot au trail aussi. Qu'est-ce qui t'a fait basculer vers ce sport-là et qu'est-ce qui t'a plu peut-être plus que dans le foot ou si c'était complémentaire? Et dis-nous un peu cette transition, comment elle s'est faite. Ouais, c'était plutôt complémentaire parce que moi j'étais un footeux coureur à pied, toi j'allais pas super vite, mais par contre j'étais vraiment endurant et c'était une de mes qualités au foot. Donc j'ai toujours couru, j'ai toujours aimé ça. Et puis un de mes joueurs en fait était le président du Trail de Garlédan, Bernard Gauthier. Donc il m'a invité à participer au tout premier Trail de Garlédan. Donc j'ai dû faire la deuxième année, je pense, en 99. Alors il me disait que c'était difficile, mais j'avais jamais imaginé que ça pouvait être aussi dur que ça. Parce qu'il y avait aucune préparation à l'époque, hein. Je jouais juste au foot puis voilà, je me suis aligné au Trail de Garlédan. Sur Donc quelle distance? sur le grand, à l'époque c'était 42 ou 41, je sais plus le premier qu'il a fait. Et j'ai bien figuré, j'ai dû finir 12e ou 15e. Et vraiment, je m'étais pas préparé du tout. Et donc tous les ans, je fais cette épreuve-là. Voilà, c'est le seul truc que je faisais comme course à pied pendant 20 ans. Et pour mes 50 ans, on m'a offert le marathon de Paris. Et puis je me suis dit, voilà, je voulais viser 3h15, j'ai fait 3h17. Et puis ça m'a plu. En fait, la préparation m'a bien plu, surtout. Et puis même l'événement, quoi, c'était vraiment, c'était tout nouveau et je trouvais ça génial. Même malgré mon âge avancé, j'ai trouvé super de courir et toute cette foule autour et tous ces concurrents, c'était vraiment génial. Alors pourtant, c'est des épreuves qui sont presque complètement différentes entre le trail de Garlédan où t'es vite dans la nature, où t'es vite. Bon, il y a quand même un peu de monde maintenant, mais à l'époque, il y avait quand même un peu moins. Contrairement au marathon de Paris où c'est un événement de masse, certains les opposent. Est-ce que toi, tu trouves des similitudes et puis du plaisir dans chacune de ce type d'épreuves? Ouais, la similitude, c'est que c'est le dépassement de soi quand même. Bon, quand t'aimes bien performer, bah, tu te mets forcément dans le rouge, que ce soit sur un 10 km ou sur un 40, c'est pareil. Donc, la différence entre les deux, c'est que, bah, alors, à Guerre-les-Dents, on passait tout le week-end là-bas, et puis on était toute une bande d'amis à y aller, avec la famille. Et puis Guerre-les-Dents, c'était tout plus à titre individuel. Je ferme juste la fenêtre, pardon. Voilà. Et puis la différence aussi, c'est que la souffrance, la guerre des dents, elle peut durer 4 heures, quoi. Dans le marathon, il reste les 10 derniers kilomètres qui sont un peu difficiles, mais c'est pas du tout la même échelle qu'un trail comme guerre les dents. Ouais, le trail de Guerlédan, pour ceux qui connaissent pas, il est quand même relevé, il est quand même costaud. Il commence à être vraiment plutôt célèbre, hein. Il y a quand même pas mal de coureurs qui viennent s'affronter qui viennent de toute la France d'ailleurs sur ce trail-là et on appelle ça un peu le championnat du monde de la Bretagne. Ouais. Euh, on aime bien appeler ça comme ça. Il fait souvent très chaud en plus sur ce trail à Guerlédan. Et il est ultra technique, quoi. Il est. Et cette année, j'ai eu une frayeur d'ailleurs là-bas, donc je te raconterai après dans la préparation, mais ouais.
Bah vas-y, raconte, Ouais, donc, raconte-nous en ça. fait, je me suis aligné juste sur le 26 pour me préparer, mais sans faire la course vraiment à fond. Et à 2-3 kilomètres de l'arrivée, dans les descentes, j'accélérais quand même. Je me dis, il faut quand même que je me lâche un peu. Et j'ai sauté au-dessus d'un rocher et je suis tombé il y avait une racine, je pense, cachée sous des feuilles. Et ma cheville a vrillé, ça a claqué, mais vraiment fort. Parce que le concurrent suivant s'est arrêté, il me dit, mais tu t'es cassé le tibia? Ou je dis non, non, non. Et puis il me dit, voilà le bruit que ça a fait. Et je pense que c'est le ligament de la cheville qui a peut-être pété, je sais pas. Donc j'ai eu grosse frayeur. J'ai fini les 2 derniers kilomètres, tout doucement. Et puis ça a été. Le lendemain matin, ça allait plutôt bien, sauf que le genou opposé, en fait, a hyper gonflé. J'avais un gros hématome au genou, ou un épingement. Et là, j'ai eu vraiment peur. J'ai cru que le Norseman, c'était mort. Et du coup, malgré ce bruit et ce ligament que tu penses avoir claqué, Ouais. rien, pas de... Non, non, mais en fait, j'ai vraiment des chevilles de vieux. J'ai été opéré des chevilles déjà, et enfin de footeux, qui sont. Du coup, je pense il doit manquer des ligaments dedans. J'ai jamais fait d'IRM. Et puis à la radio, tu le vois pas en fait. Donc, bon, elle est instable, hein, mais bon, ça le fait quand même. Ok. Ah, j'ai ma femme qui s'est fait, qui faisait du basket à très haut niveau et enfin très haut, plutôt bon niveau, et qui arrêtait pas de se faire des chevilles comme ça. C'est vraiment l'enfer hein, quand t'as Ah les ouais. chevilles qui sont. Elle a fini par se faire opérer et depuis, eh ben, elle fait du travail aussi et elle s'est plus jamais fait une cheville. Alors on lui a dit que la prochaine fois que ça lâchait, ce serait pas au niveau de la cheville, mais au niveau du genou. Donc elle est plutôt prudente, hein, notamment dans les descentes. Mais en tout cas, ben, l'opération fonctionne. Enfin, du moins, a fonctionné pour elle. Euh, donc voilà, c'était la petite, Ouais. petite parenthèse Moi, ça n'a cheville. pas fonctionné du tout. Ouais, je vais pas raconter ma vie, mais moi, Ah si, t'es là pour ça, hein. j'ai été opéré à 17 ans en fait de ma cheville, mais ça a répété direct. En fait, il y avait un tournoi de foot international qui suivait derrière, et ça a répété direct. Donc tu vois, je pense que les méthodes n'étaient pas aussi performantes que maintenant. Ouais, peut-être aussi. Hein. C'est Ouais, vrai que les progrès de la ouais, science, des médecins, ils augmentent aussi de façon assez impressionnante ces dernières années. Donc peut-être que ces techniques-là ont évolué. Je sais pas. ouais, je pense. Faudrait qu'un chirurgien nous Ouais. renseigne sur les différentes techniques. Ok, du coup, trail de Garlédan, c'est un classique pour toi. Ouais. L'arrivée au triathlon, raconte-nous comment elle s'est faite, cette arrivée dans le triathlon et qu'est-ce que tu as pu qu'est-ce que tu as pu faire comme triathlon et comment ça s'est passé? Ouais, donc j'habite à Iltulier. Tous les ans, il y a le Nathathlon. Ça fait partie de la semaine du sport. Et puis, donc, c'est juste nage et course à pied. Et tous les ans, je la faisais depuis très très longtemps. Et puis, il manquait que la partie vélo, en fait, pour voir si j'étais bien, enfin, si ça me plaisait. Et donc, il y a un copain qui faisait partie des organisateurs du Tri-Braze, qui m'a dit, mais tu devrais venir faire, tu nages correctement, tu cours plutôt bien, et puis, ben, en vélo, on verra bien. Et donc, je me suis inscrit au Tri-Braze. Et j'ai acheté un vélo. Et puis, je me suis aligné au Tri-Braze. Et bon, j'ai pas fait des grosses perfs, parce qu'il y avait quand même un gros niveau. C'était championnat de Bretagne également. Donc, mais je finis bien et je me dis, mais finalement, c'est beaucoup plus facile qu'un trail, quoi. Je suis sorti de là vraiment frais, en fait, sans avoir trop pioché. Je me suis dit, mais c'est peut-être mon truc, en fait, ou ça me dérangeait pas de faire plus long. Et avec lui, on s'est dit, il faudrait avant d'être trop, trop vieux, qu'on s'aligne sur un Ironman. Et ça s'est arrêté là. Et puis, alors, je suis arrivé au Norseman, en fait, je suis allé chez un autre ami qui, lui, sans nous prévenir, s'était inscrit au tirage au sort du Norseman. Et il nous dit, ben, peut-être que l'an prochain, on va aller en Norvège, passer l'été. Je dis, ah ouais, qu'est-ce que tu vas faire? Il me dit, ben, le Norseman. Mais je connaissais pas, hein, pas du tout. Et puis, il me montre les images. Oh, les frissons. Je dis, mais oh, le truc de dingue. Ça va être terrible de faire ça. Et le lendemain, sans dire à personne, je vais sur le site et je vois inscription 10 euros. Il y avait plein de candidats à s'inscrire. Je lui dis, bon, je vais m'inscrire. De toute façon, je vais pas être tiré au sort, c'est sûr. Mais vraiment comme ça, hein, avec aucun espoir. Pour Et participer au tirage au sort, faut payer 10 euros. ouais, ouais. Ok. Donc je paye. Et puis ça passe la semaine et je m'y intéresse pas du tout. Et je sais pas, un soir après, je me mets sur internet et je me dis tiens, je vais aller sur le site de Norseman et ils mettent le tirage au sort a été fait, consultez la vidéo YouTube. Donc c'était en fait la nana qui organise, qui montre les algorithmes qui permettent de tirer au sort
tant de Français, tant de femmes, tant de Norvégiens, d'Américains, etc. Et ça défile, quoi. Et puis pendant qu'elle parle, en fait, les noms défilent en bas de l'écran. Et ça défile, et puis je sais pas, à 2 minutes de la fin, il y a mon nom qui apparaît. Et là, je dis, waouh! Ça a été un choc, hein, vraiment. Je me suis dit, waouh, c'est pas vrai. Et là, j'étais obligé de dire à Estelle, je dis, ben, écoute, je m'étais inscrit à l'Ironman du Norseman et j'ai été tiré au sort. Qu'est-ce qu'on fait? Et parce que c'était juste à la fin, en plus, il restait 2 jours pour confirmer. Et je sais pas si c'est 2 jours. Enfin bon, il restait un petit peu de temps pour confirmer. Et je me dis, ben, on est obligé quand même. Il y a des gens, ça fait 10 fois ou 7-10 fois qui essaient de tirer des tirs au sort, ils sont pas pris. Et puis moi, je suis pris en une fois, quoi. C'est un bol monstre. Et c'est peut-être un signe, quoi. Donc on est parti dans cette aventure comme ça. Il y a combien de personnes à tenter En fait, je crois qu'il y a entre 4 et 5 000 à s'inscrire, sauf que les gens qui sont déjà inscrits ont droit à un billet par inscription. Donc je crois qu'il y avait 8500 billets de tir au sort. Alors, attends, ça veut dire que si tu t'es inscrit pour la 5e Ouais. fois, ton nom, t'as 5 fois dans... Ouais, c'était ça en tout cas Ok. il y a un an. Alors je sais pas si ça continue parce que j'ai entendu dire que ça a été modifié, mais je me suis pas plus renseigné que ça. Donc une semaine avant d'être tiré au sort, je connaissais même pas le Norseman. J'avais même pas vu Intérieur Sport sur Canal, quoi. Ouais, parce que c'est quand même Ouais, c'est quand même un sacré truc. Et ton collègue, il a été... non, mais non, non. Jo n'a pas été tiré au sort malheureusement, non. Non, mais non, ça va être beaucoup. Comment il l'a pris? Bah, je sais pas, honnêtement. Non, mais ça allait, ça va. Il me sert de sparring partner maintenant et il vient rouler avec moi et courir et nager. Donc, Hmm. ouais, c'est que partie remise, il sera l'année prochaine. C'est Sébastien Escola Fasseur qui avait été pris aussi pour aller là-bas. Je crois que c'est en 2018 de mémoire, quelque chose comme ça. Ouais. Ouais, ouais. Tu t'as suivi un petit peu son aventure, pris des conseils auprès de Non, lui. j'avoue que dans le monde du triathlon, j'ai pas beaucoup de contacts et de réseaux. C'est un Quimpérois, hein. Ouais, mais du coup, non, j'ai pas eu de contact avec. J'ai eu juste un contact avec Bernard Saliou, c'est un, un mec du Nord Finistère, euh, oh, j'ai oublié le nom, enfin bon, et qui l'a fait en 2014 et qui a fini 80e. Il avait 51 ans, je crois, ce qu'il m'a dit. Et donc, lui m'a donné des conseils et puis il a fait relativiser en fait. C'est-à-dire que Hmm. lui, il a trouvé l'eau chaude. Voilà. C'est un mec, il me dit, bah, en même temps, il habite face au rail de Ouessant et donc, il dit l'eau chez nous, elle est à 13 degrés toute l'année. Donc, à Port-Sodère, il y a Port-Sodère qui habite. Voilà. Alors, est-ce que tu pourrais nous présenter justement cette épreuve pour ceux qui ne la connaissent pas, parce que tu viens de dire que là, l'eau elle risque d'être un peu fraîche, mais Ouais. est-ce que tu peux la décrire un petit peu l'épreuve, le nombre de kilomètres, où ça se situe, etc. Ouais, donc ça fait partie du circuit des Ironman extrêmes, hein. C'est pas les Ironman, c'est extrême. Il y en a 18 au monde depuis cette année. Donc alors la particularité, c'est qu'on monte dans un ferry à 4 heures du matin. Et puis on nous emmène au large, donc à 3,8 km du départ, de l'arrivée. Et on se jette dans un fjord en fait, où l'eau peut être entre 12 et 16 degrés. Et là, on a eu un message ce matin nous disant que les gants étaient autorisés. Et c'était jamais arrivé, donc on se demande si ça veut pas dire que l'eau est très froide. Voilà. Et puis ensuite, donc on enfourche le vélo. Et là, on a 180 km de vélo avec 3350 de dénivelé. Et puis on finit par un marathon, donc 42 km, avec un cut en fait, c'est-à-dire une sélection. Si on est dans les 160 premiers au 37e kilomètre, on a le droit de finir les 5 derniers kilomètres en montée vers le Gostatoppen, donc le deuxième sommet de Norvège. Et si on n'est pas dans les 160, donc là on finit sur du plat et on finit les 5 derniers kilomètres jusqu'à une arrivée un petit peu différente, mais on fait les 42 quand même. Et donc là-haut, il y a un t-shirt noir et en bas, c'est un t-shirt blanc. Voilà la Hmm. différence entre les deux. Et il n'y a pas de ravitaillement, nulle part. Donc c'est en autonomie avec sa famille, c'est la famille qui a sur le ravito tout le long de la course et les règles sont en fait hyper strictes. C'est là qu'il faut faire très très attention et être prudent. C'est-à-dire les règles Ben, en strictes. fait, par exemple, les 35 premiers kilomètres, c'est de la montée. C'est pour monter sur le plateau à 1200 mètres. Les routes sont super étroites. Et si ils appellent ça les supports. Si ton support se gare sur le côté droit et si une des roues dépasse la ligne blanche qu'ils ont en Norvège, tu prends un avertissement et puis au bout de quelques avertissements, tu es disqualifié.
Si ta voiture t'ouvre la route, reste trop longtemps devant toi, pareil, tu prends un avertissement. Si tu t'assois sur le bord de la voiture, tu prends un avertissement. Si le coureur qui t'accompagne dans les 25 derniers kilomètres te dépasse, tu prends un avertissement. Voilà, c'est plein de petits détails comme ça. Et ça veut dire qu'il y a des arbitres qui sont un peu partout, quoi. Ouais, c'est ça. Il y a plein d'arbitres en moto. Ouais. Mais alors, comment est-ce comment est-ce que les coureurs voient ça d'un œil général, enfin, parce que tu sais, sur le trail, il y a le sujet du pacer, ça fait débat, quoi. Il y a des gens qui disent ouais, mais c'est pas juste. Moi, j'ai pas moyen d'avoir un pacer. Ou, ouais, mais ça fausse entre ceux qui peuvent pas, etc. Et du coup, là, pour le coup, ben, il y a vraiment aucun autre moyen que d'avoir une assistance pour pouvoir aller au bout. Ah oui, non, Tout le monde a une assistance, quoi. Ouais, bah là, le jour, on a un réseau, on a un groupe Facebook avec tous les inscrits de 2023 de toutes les nationalités. Et je crois que le jour, un Américain se retrouve sans support là. Si c'est son pote s'est blessé en moto et pour l'instant il cherchait, donc il a contacté tous les gens du Norseman voir si dans nos accompagnateurs on n'avait pas quelqu'un qui acceptait de le suivre. Donc c'est compliqué là. Et reste, parce que ça veut dire que pas d'accompagnateur égale pas de course, quoi. Ouais. Il y a un Français qui vient avec sa femme uniquement. Ça veut dire qu'elle va devoir l'habiller en sortant de l'eau, ramasser son vélo, prendre la voiture, anticiper les différents arrêts, le ravitailler, remonter dans la voiture, le filmer. Je sais même pas. Ça va être la plus fatiguée, ça va être elle le soir, ce sera pas lui. Ouais, souvent, les assistants disent ça, hein, que Ouais. c'est presque l'épreuve la plus dure. Ouais, c'est Ah c'est aussi ouais. c'est aussi une épreuve en soi, hein, d'être accompagnateur de sportifs comme ça qui a fait des défis très longs. Combien de temps mettent les premiers à terminer et versus les derniers? Je crois qu'il y en a un qui est descendu sous les 10 heures, le record. Ah oui, Donc, oui, en 2019, 9h59, ouais, ça 40 c'est secondes. lui. Ouais. Et sinon, ben c'est bon, il y a 20 pros qui sont invités. Bah oui, ils vont tourner en 10-11 heures, quoi. Et puis le cut, il y a aussi un cut horaire en fait. On doit faire moins de 15 heures avant d'arriver au 37e kilomètre du marathon. Et pour terminer, donc, ça veut dire qu'il faut aller en 6 heures, quoi. 16 heures, pardon. Non, parce qu'en fait, j'écoutais un autre podcast au tout début quand j'étais tireur au sort, j'ai écouté plein de trucs. Il y avait un Breton aussi qui expliquait que lui, il avait mis 2 heures pour faire les 5 derniers kilomètres. Oula. Hmm. Ah oui. Ouais. Et c'est passé, quoi. Et ben, il s'est passé que c'est vraiment du trail extrême. C'est des rochers assez balèzes. Tu peux avoir 15% de pente. T'es cuit, t'as plus de force et c'est super compliqué d'arriver en haut, en fait. Et Ah puis oui, le c'est pas temps, et le c'est temps peut être, je sais pas si tu as eu l'occasion de regarder la vidéo 2019. Ils ont eu un temps exécrable pour arriver au Gotthard Open. Alors oui, parce que t'as ça en plus, quoi. Au-delà de l'eau froide que tu nous as décrit au début, tu as les conditions météo qui sont pas bonnes. C'est quelle période de l'année là-bas? C'est C'est l'été. été, hiver? C'est été? L'été, ouais, mais c'est Été quand l'été. même. Enfin, il n'y a pas de saison en fait. C'est ce qui. J'ai fait plein de recherches et ils te disent bien que tu es sûr d'avoir les 4 saisons dans ta journée, quoi. Faut pas rêver. Tu peux pas avoir de la chance de te dire tu vas avoir du soleil tout le temps ou du vent dans le dos tout le temps. Bah, ça, à la limite, peut-être. Mais t'es sûr d'avoir 25 degrés au fjord ou 30, de monter, d'arriver entre 0 et 10, d'avoir du vent, tu peux avoir la grêle, tu peux avoir la neige, tu peux avoir la pluie, c'est sûr. Enfin, tu vois, j'ai l'impression que c'est vraiment ça la particularité du Norseman, c'est la Hmm. météo. Ouais. Et alors c'était il y a combien de temps le tirage au sort? Le mois de novembre. Mois de novembre. Ouais. À partir du moment où tu as été tiré au sort, donc novembre 2022, qu'est-ce que ça a changé dans ta vie au quotidien? Comment est-ce que tu as réagi dans les jours qui ont suivi la réponse, le résultat? Qu'est-ce qui s'est passé? Et ben au départ, tu mets du temps à réaliser parce que j'ai consommé beaucoup de vidéos YouTube, de podcasts, tous les gens qui l'avaient fait. J'ai appelé Bernard Saliou et il m'a expliqué. Et puis une fois qu'on a décidé d'y aller, ben je me suis investi à 2000% et à 55 ans, tu repasses
sportif de haut niveau, quoi. C'est génial. J'ai trouvé ça fabuleux. Je pensais Yeah. plus que sport. Enfin, on est allé 2 fois au ski avec des élèves, même au ski, entre chaque cours, je faisais de la muscu, je faisais du gainage, je faisais des étirements, j'avais tout le temps mon élastique de natation. Ouais, ouais, depuis 9 mois, c'est permanent, quoi. La quantité de sport, elle est juste, je suis même surpris de tenir. Ouais, c'est un peu la question que j'allais te poser. T'es passé de, bon, t'étais pas non plus quelqu'un qui faisait jamais de sport, hein, mais avec une quantité qui a augmenté comme ça assez rapidement, ton corps l'a accepté, l'a encaissé, et t'as changé des choses sur le sommeil, alimentation, des choses pour favoriser ta récupération peut-être ou Eh ben, j'avoue pas grand-chose. Alors, ce que je prends en plus, c'est que je prends de la spiruline. Ouais, je prends ça en plus depuis le tout début. chez Breizuline? Chez Brésuline, ça. Allez, Avec Mathieu. Voilà. je devais aller chez lui ce matin. Ah, c'est vrai. Cool. Finalement, j'irai plus tard, mais je n'ai pas pu aller ce matin, mais Ah, cool. ouais, ouais. Et ben ouais, c'est un de mes partenaires en fait. Donc, bon, on est voisins, hein, donc voilà. Euh, Ensuite, si j'ai acheté aussi un rouleau, tu sais, chez Decathlon pour se masser les jambes, là. Et comme routine, bah, je fais ça tous les soirs depuis le début. Je masse ischio et mollet depuis le tout début et je m'étire en méthode Mézières tous les soirs ischio. En méthode, pardon? Méthode Mézières, tu sais, tu mets les jambes contre le mur là, t'es le dos à plat par terre, et puis tu mets les jambes raides contre le mur, tu essaies de former un angle de 90 degrés là, et tu restes 5 minutes. Ah, les jambes en l'air, du coup. Ouais, c'est jambes en l'air, ouais. Ouais. Donc Ok, voilà, ok. je fais ça. Ça, c'est ma routine tous les soirs. Et puis au début, j'avais acheté un élastique pour la natation aussi, où je faisais beaucoup de travail, de mobilisation de l'épaule. J'avais été conseillé par Thierry Dourian, tu connais peut-être, c'est le Non. entraîneur de Quimper, de l'UQN. Comme ma fille est nageuse là-bas, du coup, ben, il m'a également aidé. Donc voilà, c'est lui qui m'a donné plein de conseils là-dessus. Je connais Thierry Henry, qui est, Ouais, Thierry aussi, Thierry, il vient souvent, il étudie, on se voit souvent. hmm, qui est Ouais. pas le joueur de foot d'ailleurs, Non, j'en ai des qualités sportives aussi, hein. mais bon, il a quand même été à un sacré niveau lui aussi, Ah ouais, Thierry. ouais, bon, toujours, hein. Oui, 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 c'est vrai que j'aimerais bien être gaulé comme lui au même âge. Ouais, c'est clair. Bon, écoute, on salue tous ces gens qui t'ont aidé, conseillé, inspiré Ouais, à préparer cette épreuve. ouais. Alors justement, qu'est-ce Si, que tu donc, peux nous dire pardon, je te coupe juste, notre dernier effort, c'est que depuis une semaine, j'ai sollicité une nutritionniste, Julia Baleine. Ah bah Julia, je connais aussi. Ah ben voilà. Nos Bon, enfants étaient dans la même classe. ok, ben voilà, tu vois, donc Ouais. ouais, je me suis dit Le petit monde de la Bretagne. ouais, qu'il fallait que je mette tout de mon côté. Et il manquait un truc, c'était la nutrition et l'hygiène de vie, que vraiment j'avais pas fait d'effort du tout. Rien. Et Et alors, qu'est-ce qu'elle t'a conseillé et est-ce que tu as dû modifier des choses est-ce que tu as appris qu'il y avait des choses que tu faisais qui n'étaient pas optimisées et que tu pouvais ouais, corriger? ouais, je le savais. Je savais bien que prendre une bière, c'est pas terrible, ou deux, que manger du gâteau breton tous les soirs, c'est pas terrible, que bouffer du chocolat, c'est pas terrible, que pas manger assez de pâtes, c'est pas terrible. Donc elle a rééquilibré toute mon alimentation. Et finalement, je m'y retrouve. Je suis pas en manque de certains aliments, mais mon assiette ressemble à une assiette de sportif, quoi. Puis, et c'est quand même varié, donc c'est vraiment. Puis j'avais besoin que ce soit cadré, en fait. J'aime bien quand on m'impose un petit peu des trucs. Et c'est ce qu'elle a fait. Donc, en dehors de la course et sur les temps d'effort aussi, elle m'a donné des conseils que j'ai testés en vélo et à pied. Et c'est top. C'est vraiment chouette. Donc Ouais, voilà. Julia de Impulsion Nutrition, si jamais ça Mm. vous dit d'aller prendre des recommandations, conseils, alors elle quitte la Bretagne, elle part habiter dans les Alpes, mais en tout cas elle reste disponible à distance. Ouais, très compétente. Ouais. Ok, super. Et du coup, alors en termes d'entraînement, est-ce que tu te fais accompagner par quelqu'un pour structurer la préparation d'une épreuve aussi exigeante? Ouais. Donc, la première chose, c'est que j'utilise une application, c'est Nolio. En fait, ils m'ont offert un abonnement jusqu'à la course. Donc, et je peux inviter tous les entraîneurs que je fais. Donc, au départ, je savais pas trop où j'allais. Donc, m'a sollicité Thierry Audrien, qui est l'entraîneur de l'UQN. J'avais un pote prof de PS qui était cycliste, c'est Romain Stéphan, qui m'a coaché en vélo pendant tout l'hiver.
Et puis, j'ai pris des cours de natation avec Enzo, un moniteur de Pont-l'Abbé. Et j'ai pris également un pote qui, lui, par contre, est très performant en triathlon, c'est Xavier Dagorn, ancien entraîneur de crossman de haut niveau et qui a également coaché Xavier Le Floch en triathlon. Et ça, je ne le savais pas au départ. Donc, il me donnait des conseils juste c'est lui qui a préparé mon marathon. Juste sur les courses à pied, c'est lui qui me coachait. Et puis, au fur et à mesure, quand on discutait avec Romain et lui, il avait tout un programme de triathlon, en fait, qui s'adaptait bien et puis assez pointu, quoi. Il est très, très curieux des études scientifiques et des avancées un peu pointues en programmation d'entraînement. Et du coup, je lui ai fait confiance et c'est lui qui gère intégralement l'entraînement. Et deux autres personnes m'ont aidé également. C'est Cyril Pouzenec, qui est préparateur physique de la section du Gabon et qui, tout l'hiver, m'a préparé des séances d'entraînement en prépa physique, en musculation. Et puis le deuxième, c'est deux anciens élèves en fait. C'est vrai que c'est sympa. C'est Steven Lepape qui est préparateur mental et qui finit sa thèse là à Brest. Et lui, il m'a servi, il m'a fait des séances de préparation mentale. Et au début, honnêtement, au début, j'y croyais pas trop quand j'étais en dehors de ça. Et il m'a fait changer d'avis. C'est vraiment super bénéfique. Alors, déjà, on salue Nolio qui sont passés sur le podcast. J'étais en train d'essayer de rechercher le numéro de l'enregistrement. Je l'ai pas retrouvé parce que ça fait un moment qu'on avait enregistré ensemble. Mais fouillez, chers auditeurs, et vous trouverez si vous voulez en savoir un peu plus sur la solution de Nolio. Et ça fait beaucoup de monde quand même qui gravite autour de cette préparation de cet entraînement. Comment est-ce qu'ils arrivent à se coordonner tous parce que j'imagine que tu vas pas mettre une séance d'intensité à vélo juste après une séance d'intensité à pied ou une grosse séance de natation le matin d'une grosse séance de course à pied. Comment est-ce qu'ils sont coordonnés tout ce petit monde? Au fur et à mesure, Nolio a pris sa place, c'est-à-dire que là, ils avaient tous un compte Nolio, et ce qui faisait qu'ils voyaient les séances des autres et puis pouvaient communiquer sur Nolio. Mais au départ, c'était vraiment, j'ai sollicité toutes les personnes compétentes que je connaissais, et donc c'était moi qui jonglais un peu avec tout ce qu'ils me disaient de faire. Mais j'ai fait des priorités en fait, c'est-à-dire que fallait absolument que je sache nager 3800 mètres sans être fatigué. Donc la priorité, ça a été d'apprendre à nager correctement. Et puis comme disait Romain, il fallait que je devienne cycliste. Et j'étais pas cycliste. Donc j'ai pas fait de course à pied du tout l'hiver. Comme c'est ma principale qualité, c'est la course à pied, en tous les cas par rapport aux autres. Donc j'ai fait beaucoup, beaucoup de vélo sur home trainer. Ah oui, sur home trainer, j'allais te dire Ouais, en j'avais plus pas de vélo non plus. ouais. J'avais pas de vélo pour aller sur la route, donc j'avais un vélo moyen que j'ai installé sur le home trainer et puis je pouvais pas le démonter, le remonter. Donc j'ai fait que du home trainer cet hiver. Et j'ai bien progressé. Enfin ouais, il m'a fait des séances costauds. Ouais, je suis parti de loin aussi, donc forcément, tu progresses vite au départ quand tu as un niveau faible. C'était l'épisode 140 avec Nolio, je viens de retrouver. D'accord. Et alors, c'est quand même, je sais pas, c'est quand même, ça m'intrigue un peu cette préparation parce que où finalement chacun va mettre les séances qu'il te recommande, mais comment est-ce qu'il sait t'amener au meilleur niveau et d'état de forme sans aller jusqu'à la blessure parce que c'est quand même subtil l'entraînement. Donner de l'intensité sans aller jusqu'à la blessure, c'est compliqué. Tout l'hiver en fait ils ont fait leur truc jusqu'au mois de janvier je pense. Et puis après c'est Xavier qui a tout pris en charge. Donc c'est Xavier qui fait tout depuis le mois de janvier. Et c'est ultra pointu. Enfin, mon Olio, je pourrais le partager avec ce serait cool de le partager avec des gens si Xavier était d'accord, mais c'est pointu. Hein. C'est pas fait au pif, tu vois, ouais. Il s'inspire de méthodes américaines. Après, j'espère qu'il a raison. Hein. Pour lui, le volume n'est pas essentiel. Donc, on verra. Hein. Ouais, c'est cette théorie qui est quand même de plus en plus utilisée par tous les entraîneurs, que la qualité vaut mieux que la quantité. Ouais. Et Sébastien Cornette, qui est lui aussi passé sur le podcast plusieurs fois,
qui a écrit son livre Moins courir pour mieux courir. Bon, confirmerait ça sans trop de problèmes. C'est vraiment la tendance qu'on observe, hein. D'accord. Bon, bah donc mais je Ouais. pense qu'il est dans le vrai, toi. Il argumente tellement bien. Après, il est même venu faire des séances avec moi dans la mer. Il est aussi pointu en natation quand il est en vélo, qu'il est en course à pied, d'un point de vue technique, physiologique. Enfin, ouais, il est ancien, il est prof de PS, hein, mais prof de PS entraîneur, quoi. Il y a des profs de PS qui sont ultra fins, ultra pointus dans les connaissances théoriques, et il en fait partie. Oui, puis bah, un prof de PS, on lui demande de connaître, de savoir enseigner quand même la majorité des sports, mais pas toujours d'être ultra pointu sur un sport. Ben non, parce que tu t'adresses jamais à des élites, hein, en C'est ça. EPS. Donc, ouais, donc tu vois. Alors, comment s'est fait cette progression? Est-ce que toi, tu as senti justement t'as senti des grandes améliorations au fur et à mesure du temps? Et est-ce que il y a eu des moments où tu as franchi des caps et quels ont été ces caps à passer ou que tu as senti? Alors, ouais, le premier cap, c'est en natation quand je suis parti à l'eau, enfin en mer. Parce que j'ai dû faire, je crois que c'est 60 séances de piscine. Et j'allais 4-5 fois par semaine. J'en ai eu ras-le-bol. Mais, mais quand t'es pas nageur, voir les carreaux, c'est fatigant. Surtout quand tu t'avances pas, en fait. Tu progresses pas beaucoup. Et enfin, tu sens que techniquement, c'est mieux, mais c'est pas encore ça. Je m'essoufflais quasiment aussi vite qu'au début. Et donc, c'était compliqué. Et quand je suis passé en mer, ben, ça a été le déclic avec la combinaison. Et j'ai fait des distances beaucoup plus importantes. J'allais plus vite. Ouais. Bon, maintenant, je stagne, mais c'est cool, quoi. J'ai dû commencer avec Enzo. Quand je commençais, je devais être je démarrais mes 50 mètres tous les 1,30, je crois. Départ tous les 1,30 en 50 mètres. J'avais besoin de récupérer vachement. Et là, maintenant, quand je nage 3008 de rang, je suis en 1,50 au 100. Donc, Hmm. je suis sorti en 1,08 l'autre jour avec Thierry. Là, on a fait Cap Cause. Non, on a fait la forêt Fouenant, Bang Bay, le matin, de nuit, là. Et donc, ça m'a rassuré vachement. Et puis, et le gros, un autre truc important, c'est quand j'ai fait le semi de l'Ocronan, je l'ai fait en mode entraînement en me disant, il faut absolument que demain matin, je puisse m'entraîner. Et j'étais super à l'aise. J'ai fait une 31 en étant dans le vert pendant tout. Et je me dis, waouh, quand même, là, ça. Et je ne m'étais pas entraîné en course à pied tout l'hiver. Donc, ça a été génial. Et puis, vélo, par contre, vélo, ben, je suis plus à l'aise, je suis plus endurant. Mais quand je vois la vitesse des triathlètes, je suis encore loin derrière eux, hein. Le mec qui roule à 34-35 de moyenne. Et... Tu vois, le triathlon Braze à Zinzag-de-Chris, j'ai roulé à 32 de moyenne. Et j'étais super content, sauf qu'eux, ils roulent à 35-36, quoi. Et Ouais, là, puis en donc, plus le vélo sur le triathlon, c'est là-dessus que se fait ouais, la plus grosse différence entre les cyclistes et les non-cyclistes. Et il y a une différence qui est énorme à l'arrivée, ah quoi. ouais, c'est terrible. Et bon, j'ai quand même progressé, tu vois. Et du coup, quand je grimpe, tu vois, je vais souvent faire Ménasquelaire à Châteaulin. Bah, je vais pas super vite, mais par contre, ça me fatigue pas. Je suis pas épuisé en faisant 6 fois le truc. Je me dis, bah, ça va, quoi. Et quand je regarde parce qu'on a aussi un compte Strava avec tous les gens qui vont au Norseman. Et ça te permet, en fait, de comparer un peu leur rythme sur course à pied, sur vélo et tout ça. Ouais, je me dis, je suis dans la moyenne, quoi. Ouais. Et alors, enfin là, tu nous parles de pas mal d'entraînement, de natation, de vélo, bon, peu de course à pied parce que c'était là ton point fort. Euh, à quoi ça ressemble une semaine classique, surtout que là on enregistre le 13 juillet, donc il te reste 4 semaines. À quoi ça ressemble une semaine classique d'entraînement? Alors ça a varié, hein. J'ai commencé au tout début, j'étais à 8-9 heures par semaine d'entraînement, donc c'était pas excessif. Le plus fort, c'était pendant les vacances, j'arrivais à 25 heures d'entraînement. Mais quand je parle d'entraînement, c'est juste d'entraînement vélo, course à pied et natation, ou vraiment au début de la séance, quand je suis en activité, quoi. C'est pas le gainage, l'étirement, ça j'enlève. Et là, actuellement, je suis, quand je regarde Nolio, ah ouais, mais je suis plus en truc là. La semaine dernière, j'étais à 18 heures
d'entraînement. Et cette semaine, donc ça, on commence à baisser à partir de cette semaine. Et là, on arrive je regarde en même temps, on doit être à peine 15 heures cette semaine. Alors Donc, tu l'as dit, c'est un projet de famille. Bon, j'imagine que tes enfants sont, si t'as des enfants, d'ailleurs, oui, tu as oui, des oui. enfants, tu me l'as dit, t'as deux enfants. Ouais. Ils sont grands. Comment est-ce que tu fais pour t'organiser et arriver à associer quand même l'équilibre vie de famille, vie pro et l'entraînement? Alors, je fais ce qu'il y a à faire à la maison. Et ce qui fait que les horaires auxquels je fais du sport, elles sont pas très conventionnelles. Je vais souvent à midi, donc je mange en décalé, je mange à 15 heures. Je peux aller aussi le matin à jeun courir. Euh, Là, c'est les vacances, c'est quand même beaucoup plus facile parce que tu peux y aller quand tu veux. Quand tu bosses, par contre, là, faut trouver dès que t'as 2 heures, faut que tu partes nager, rouler ou courir. T'as pas d'autre solution, donc faut le faire. Mais la motivation est telle en fait que c'est vraiment ça le truc, c'est le Norseman. T'as jamais de problème d'entraînement parce que il suffit que tu regardes une image du ferry et puis tu dis oh là là, purée, faut que j'y aille là. Faut pas que je sois à la rue de jour J. Donc, euh, donc la Ça t'est déjà motivation, arrivé de culpabiliser de pas pouvoir aller faire une séance? ouais, oui, ou de pas avoir l'hygiène de vie par exemple adaptée au projet. Plus ça, parce que Et, je crois que j'ai raté 2 séances depuis le début. ouais, ce qui est rien du tout, hein. Non, C'est rien du ouais, tout, hein. j'ai raté deux séances. Quand tu arrives déjà à faire 80% du plan d'entraînement, t'es pas mal, hein. Ouais, Donc ouais, deux ouais, séances sur le nombre de séances que tu as dû te mettre depuis novembre, ouais, ça va. ouais, ça Euh, va. Et puis sans trop de blessures graves non plus, c'est ça c'est ça qui m'a surpris le plus, hein, c'est de pouvoir enchaîner tous ces sports du jour au lendemain, comme ça, sans me claquer, sans tendinite, sans mal au dos, sans rien. et alors Enfin, tu rien, disais pas rien. justement que tu avais, découvert un peu la préparation mentale aussi. Quels étaient tes a priori, tes pensées de cette pratique et qu'est-ce qui t'a fait changer? Quels ont été tes apprentissages les plus importants sur la préparation mentale? Eh bien, au départ, moi, je me disais que chaque athlète était capable de se préparer, de se motiver seul, en fait. Et que tu avais besoin de parler à personne. Quand tu es footeux, c'est ça, en fait. Tu joues au foot et puis bon, t'as de la pression, hein, c'est sûr, quand tu joues à un certain niveau, mais tu te libères sur le terrain et ça se passe très bien. Et puis voilà, ça va. Mais en course à pied, des fois, c'est par rapport à la motivation, à l'organisation de ton agenda. Rien que ça, tu vois, tout caler en avance, savoir quand tu vas faire ça, bah, ça te soulage l'esprit. Tu te dis que tu as tout mis en place pour réussir. Et, et ça fait également partie de la préparation mentale. Quand tu as des doutes, euh, une fois, j'ai reçu un SMS d'un mec qui m'a fait des reproches par rapport au triathlon, là, des conneries. Et puis du coup, je me suis plus senti légitime d'aller au Norseman. Et là, ma préparateur mental a été extraordinaire, quoi. Il m'a reboosté. Mais sans lui, je pense franchement Tu que peux nous partager ce qu'il t'avait dit pour que ce soit concret pour nous? non, 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 non. En plus, non, non, non. Je suis désolé, mais ça, je préfère pas parce que j'ai pas envie de montrer du doigt. Ouais. Et du coup, ça m'avait vachement touché. Et là, le préparateur mental m'a reboosté. Et, et puis j'y suis allé à la course. Alors que la veille, je pensais même plus y aller, quoi. C'était avant un triathlon. Du coup, tu vois, des choses comme ça. L'organisation sur le jour J également, il me prépare vachement en amont sur ce que je peux me dire enfin, comment je me prépare au moment difficile, quand je vais être dans le dur complet et que j'aurai envie d'arrêter peut-être, ou je pense pas, mais où tu vas être vraiment en difficulté. Les différents moyens clés que tu as pour gérer le stress sur le bateau, parce que tu passes 1 heure sur le bateau avec les concurrents, mais même si y a des Français pour discuter, voir comment je vais le gérer. Est-ce que je vais dans ma bulle? Est-ce que je vais voir les gens, je discute avec eux? Est-ce que je fais une séance de relaxation? Voilà, tout ça, c'est anticipé en fait. Ouais. Ouais. Hmm.
Mm. Là, on voit, hein, déjà, enfin, même si tu veux pas nous partager, ce que je comprends tout à fait, hein, c'est l'importance du regard des autres et Ouais. de ça aussi, ça compte énormément dans une préparation, surtout pour un Mm. objectif fort comme ça. Et Faut te planter limite, hein. la légitimité aussi Mm. d'être là où on est et d'avoir envie d'aller au bout du projet qui nous anime. Et on voit bien, hein, qu'un petit grain de sel Ah peut ouais, rouiller la machine, ça ça va peut vite, faire hein. mal. Et là, la préparation mentale est quand même ultra pertinente. Ah ouais. Et à tout niveau, hein. Il y a pas forcément besoin d'être un élite pour se sentir affecté par un problème mental, quoi, hein. Ou un problème ou une optimisation d'ailleurs. Ouais. Ok, très cool d'avoir tes apprentissages sur le sujet, parce que c'est un sujet qui a aussi, hein, un peu comme les méthodes d'entraînement où on dit moins courir pour mieux courir. Là, la préparation mentale aussi, c'est un sujet qui est assez novateur, et j'essaye de mettre en avant justement toutes ces différentes pratiques sur le podcast. Ça Ouais, si marche. tu Alors, arrives à avoir confiance en toi, tu peux y aller. C'est vraiment ça, quoi, arriver à avoir confiance en soi. Là, mais c'est compliqué. ah bah c'est sûr que si tout le temps, tu vois, je prenais l'exemple, j'ai vu une vidéo là-dessus hier encore là. Et c'est un truc dont je parle souvent sur le podcast. C'est quelqu'un un enfant à qui on va dire t'es nul en maths, et ben il sera toujours nul en maths. Si alors qu'en fait on a le droit d'être nul pendant un moment de notre vie et d'être bon après. Enfin c'est ok quoi. Il y a le droit d'avoir différentes sources d'intérêt, différentes compétences, d'être bon dans un sujet, puis moi avoir envie de pratiquer ce sujet-là pendant plusieurs années, et à l'inverse de se spécialiser sur un sujet qui nous animait pas avant. Enfin voilà, il y a plein de choses, hein. Moi, je suis l'exemple concret. Enfin, je faisais de la chasse sous-marine, je détestais courir. Maintenant, j'en fais plus de la chasse sous-marine et je fais des ultra trail. Enfin voilà, c'est des trucs Ouais, rien à voir. Mais bon, voilà, enfin, c'est la vie, ça, et on a tous le droit de s'autoriser à aller vers les défis qui nous font envie à un instant T, et puis plus y aller, et puis y retourner, et puis ouais, c'est ça la beauté de la vie. Si c'est linéaire, si on reste dans la case où les gens ont envie de nous mettre, c'est bien triste, hein. ouais, complètement. Mm. Euh, ok, donc non, non, mais enfin vraiment, hein, moi à la fin de toutes les vidéos, enfin, pendant un temps là, je disais défiez-vous. C'est important ça de se lancer des défis, de s'autoriser à aller faire les défis qui nous animent. C'est très très important de justement de pas aller dans sa tombe avec des frustrations, des Ah bah ouais, regrets, ah oui, c'est ça nécessaire. c'est clair. Mm. Euh, J'imagine que pour aller sur une épreuve comme ça, comme le Northman, ça demande quand même un budget important. Les triathlons souvent sont assez chers. En plus, s'il faut aller jusqu'en Norvège avec un accompagnement. Comment est-ce que tu as réussi à réunir le budget avec des partenariats, j'imagine? Tu nous disais que tu avais quelques partenaires. Ouais. Comment est-ce que tu t'y es pris pour boucler tous ces sujets-là? Bon, donc déjà, le budget, on l'a pas bouclé, hein, c'est pas possible de boucler parce Ça que représente combien à peu près? ben, honnêtement, parce que j'avais pas de vélo. Donc rien que de vélo, tu vois, c'est plus de 6 000 euros. Donc honnêtement, j'étais à 13 000 euros, tu vois, en comptant tout ce que j'ai dépensé, sans compter même le truc sur place, rien quoi, juste le voyage et tout l'investissement de matériel que j'ai, ou des cours, ou des choses que j'aurais pas dépensé si j'avais pas eu de Norseman, quoi. Donc c'est énorme. Et puis bon, évidemment, on n'a pas réussi à tout avoir, hein, c'était pas possible. Mais déjà, on a eu pas mal grâce à des sponsors géniaux. Et les sponsors, bah, comment je les ai eus en fait? Alors la com, elle est pas compliquée. Ça a été des parents d'élèves. J'avais des élèves qui étaient sportifs, et puis avec qui ça passait bien. Donc ils en ont parlé à leurs parents, et c'est les parents qui m'ont subventionné. Et puis des anciens partenaires de foot. Et là, c'était génial. J'ai j'ai retrouvé des potes de Plabennec incroyables, quoi. Les mecs. Il y a Stéphane Aigral, le patron de Choroyance. Il y a Claude Afrexad, qui est directeur de l'aéroport de Brest. Il y a Marc Boutruche, qui est maire de Kévin, là, pareil, qui est le patron de Tiglad Investissement, là.
Et puis c'est que des amis. C'est que des amis. Et puis une autre personne qui souhaite pas qu'on parle d'elle. Voilà, mais une personne simple, vraiment trop, trop bien, qui adore le sport et qui trouve que le défi est vraiment incroyable et qui souhaitait m'aider. Donc, et puis la famille. La Ouais, famille. souvent, c'est quand on va faire un projet comme ça, on dit que les premières personnes à nous aider financièrement, c'est souvent le cercle très proche. Et quand tu Ouais, fais un financement participatif, souvent, ils te disent justement qu'il faut d'abord aller voir ces gens-là, ses proches, puis étendre à son réseau les amis des amis, et enfin publier sur les réseaux et d'aller plus largement euh, pour avoir les fonds qu'on a envie d'avoir. ouais, Mais ça. Mais c'est tout un c'est projet. peut-être Hein. ça le plus dur en fait. Hmm. De toute ma préparation, c'est ce que j'ai trouvé le plus dur. C'est un métier, hein, Ouais, c'est un métier et quand tu es enseignant, bah, tu vois, t'as pas l'habitude de te vendre. de te vendre. Ouais, c'est ça. Tu te dis, mais c'est pas possible de quoi on parle. Enfin, ça se mérite même pas. Et ça a été le reproche, tu vois, le CMS dont je te parlais, ça a été ça le reproche, le budget que je demandais. Et je sais même pas comment cette personne a été au courant du budget que je demandais. Et voilà comment c'est. Ouais. Donc c'est vraiment compliqué cette partie-là du projet. Ouais. Et tu vas aussi soutenir une association pendant le défi. Ben alors au début, au début de l'année, il y a Chantal, une amie du lycée, qui est venue présenter Vaincre la muco à l'école, et qui a son fils qui est touché par cette maladie. Et puis on s'est recontacté après qu'elle soit passée à l'école et je lui dis ce serait intéressant qu'on fasse une page Vaincre la muco sur le projet Norseman. Et puis honnêtement, on n'a pas eu le temps de s'en occuper. Donc la page existe, hein, euh, mais on n'a pas eu le temps de faire de la com là-dessus. Et voilà, donc j'ai pas réussi à lier tout ça, malheureusement. Alors je me dis peut-être qu'en faisant ça maintenant, il reste 3 semaines, peut-être que les gens, ou même derrière, je sais pas trop. Mais un peu Peut-être dépassé par. pendant faire le côté 1 euro 1 kilomètre. Ouais, ouais, ouais. En faisant ça, peut-être. Ouais, c'est pas mal, tiens. Mais ça aussi. Enfin, c'est des sujets dont on parle peu et puis quand on voit certains qui marchent très bien, on s'imagine pas du tout le travail et l'investissement qu'il y a derrière et Ouais, d'aller tous les jours chercher, se prendre des portes. ouais, C'est vraiment un travail qui est ultra important. Et tu vois, même moi, avec ma communauté qui est quand même assez importante sur YouTube, j'ai quand même 15 000 abonnés. ah ouais, Tu vois, quand je fais j'ai fait pour le tabac un défi d'une pointe à l'autre, faire du Cap de la Chèvre jusqu'à la pointe du Raz, une centaine de kilomètres. Tu vois, mon père est décédé d'un cancer du poumon, c'est un truc qui me parle énormément, ce sujet-là. Et ben, quand j'ai fait la demande de fonds pour ce projet, j'ai pas mis une intensité énorme et ben, j'ai récolté moins de 300 euros. ouais. Donc, quand tu vois des cagnottes qui montent à 1000, 2000, 3000, Ah ouais, c'est énorme, c'est énorme. énorme le travail qu'il y a derrière. Mais enfin, c'est un vrai savoir-faire et que j'ai pas. Rien que les réseaux sociaux, heureusement que ma femme s'en est occupée parce que au début j'avais commencé à le faire, mais je pouvais pas en fait. Je savais pas faire, et puis t'as l'impression d'être maladroit à chaque fois que tu publies un truc. Donc elle s'est formée avec une amie et c'est Estelle du coup qui gère tous les réseaux sociaux et moi je gère rien. Hmm. Parce que c'est hyper chronophage en plus. Et oui, à qui le dis-tu? Et, et pas que ça, je trouve, c'est même stressant parce que tu te demandes si tu fais pas une connerie en publiant un truc, quoi. Si t'as pas oublié quelqu'un, si la phrase est bien tournée, si, tu vois. Donc, je trouve ça compliqué. Le sport, l'aventure sportive est géniale. Tout ce qui est autour, c'est vraiment plus complexe. Mais bon, ça m'a permis de retrouver des amis vraiment que j'ai pas vu depuis. Les potes de foot, je les avais pas vus depuis 30 ans, quoi. J'ai 30 ans que j'ai pas vu les deux joueurs de Plabennec, là, ouais. C'est incroyable. Ouais, c'est pour ça, tu vois, quand on parle de la professionnalisation du sport enfin pour les trailers du moins, c'est vrai qu'on leur demande de courir vite et on leur demande aussi d'être bons communicants, alors que les deux sont pas forcément liés. C'est pas parce que tu cours vite que tu sais bien parler, Ah non? utiliser. Enfin voilà, ça n'a rien à voir en fait. Hein. Non. Mais pourtant, ils devraient savoir faire les deux s'ils veulent être professionnels dans leur sport, ce qui est pas toujours nécessaire dans d'autres sports.
Mais bon, c'est comme ça, hein, faut le savoir. Quand tu veux faire de cette activité ton métier, il faut le Mm. savoir en avant. Comment est-ce que tu te sens à un mois de cette course, de faire partie justement de ces 250 privilégiés et qu'est-ce que tu attends au final de cette course? Qu'est-ce que t'en attends? Eh ben moi j'étais en t-shirt noir et déjà, euh, j'imagine pas passer une super agréable journée, c'est sûr. Ça va être un gros effort et je pars dans l'inconnu complet en fait, parce que j'ai jamais fait d'Ironman, j'ai jamais fait un effort de plus de 8h30. Euh, je suis pas cycliste. Bah, c'est la découverte. Je pense que j'aurai plein de souvenirs suite à cette épreuve-là. Euh, après, ce que j'attends, bah, c'est ouais, puis c'est une aventure quoi. C'est comme si pas comme si c'était marché sur la lune, mais tu vas dans l'inconnu complet avec des Américains, des Norvégiens, des Italiens, enfin toutes sortes de nationalités, des Français qu'on commence à connaître. Avec ta famille, tes potes, mon pote, parce que on est quand même 10 à partir. Il y a toute une famille qui m'accompagne et donc Lionel qui m'a fait découvrir le triathlon, qui sera mon support numéro 2, enfin numéro 1, et ma fille sera le numéro 2. Euh, ouais, ça va être l'aventure d'une vie, vraiment. Je pense que j'avais mis ça, ou le journaliste avait mis ça comme titre. Je pense que c'est l'aventure sportive d'une vie, ouais. Je suis pas sûr que j'ai un truc plus intense derrière ça. Et puis on a échangé avec Brice. Brice est un concurrent français de cette année qu'il a déjà fait en 2019. Et il disait, vous imaginez pas ce que vous allez ressentir. Il dit, c'est irréel, quoi, vraiment. Vous allez vivre un truc de dingue. Et Donc, beaucoup appellent ça l'enfer du Norseman. c'est bizarre, mais après, Bernard Saliou m'a dit, lui, c'est la pire épreuve de sa vie, hein. Celui qu'il a réussi en 2014. Il a adoré l'entraînement, donc ce qui est mon cas aussi pour l'instant. Et par contre, le jour J, ça a été terrible. Il a failli perdre ses deux meilleurs amis et sa femme. Parce Parce que, qu'il était parce désagréable au ouais, ravitaillement. il est marrant, hein, c'est un mec génial. Il est très drôle et ouais, il était super désagréable avec ses potes qui étaient jamais au bon endroit, jamais avec de la bonne nourriture. Dans la dernière montée, il a largué sa femme parce qu'il y avait un concurrent qui le suivait trop près. Du coup, il a accéléré et puis sa femme n'a pas réussi à le suivre. Donc il me disait, j'ai failli divorcer voilà, au sommet. Ouais, il est super sympa. Donc ouais, on s'attend à vivre des moments difficiles et de toute façon, rien que quand tu regardes le Northman, quand tu vois les gens à l'arrivée, t'es hyper ému. Alors si toi t'arrives à le vivre pour de vrai, eh ben, ça va être juste fou, quoi. Et alors, jamais d'Ironman avant celui-là. C'est couillu quand même d'aller te lancer Ouais. sur ce défi. T'as pas voulu en faire un petit avant pour te chauffer pendant la prépa? Non, après c'est le tirage au sort qui m'a emmené là, hein, c'est pas moi. Non, mais Donc, pendant les 6 premiers mois de l'année? Là, ben cette non, de année? toute façon, j'étais pas prêt. Ah oui. Xavier me disait, c'est pas la peine. J'ai fait 2 half. Et puis, tu vois, le trial de Ré, j'ai gagné 32 minutes sur un an. Donc, je me dis, j'ai bien progressé partout. Et puis, celui du tri-brace, non, le tri-brace, j'ai gagné 32 minutes. Et le trial brace, j'ai fini premier de ma catégorie. Je me dis, de toute façon, je pourrais pas être mieux. Je vois bien, je pourrais pas être mieux que ça, hein. Donc, après, je sais bien que l'Ironman, ça n'a rien à voir avec un half. Mais c'était pas dans le planning d'entraînement, quoi. C'était pas fait. Il y en a qui l'ont fait, hein, chez les Français. Je vois qu'il y en a qui sont inscrits à un Ironman. Bon, après, ils en avaient déjà fait. Je crois que je dois être le seul à pas avoir fait d'Ironman, je pense, sur les Français. Mais il y a d'autres personnes dans mon profil, j'ai vu qu'il y avait un Américain, là, non, un Norvégien ou un Finlandais, il y a un an, il a participé à l'homme le plus fort du monde, là, Strongman. Et il pesait 135 kilos. Et il s'est inscrit à l'Ironman. Donc il fait l'Ironman aussi. Et il a perdu 35 kilos, lui. Mais bon, j'espère qu'il sera derrière moi, quoi. J'adore ces histoires. Mm. J'écouterai ça toute la journée. Euh,
moi je trouve ça tellement, enfin je trouve que la vie en général là en ce moment c'est tellement aseptisé, ça manque de panache, tu vois, Ouais, d'oser faire des choses que personne ne fait. Ça, on manque d'histoires comme ça. Et sur le podcast, moi j'ai la chance justement de recevoir plein de gens qui en ont plein de panache et qui osent faire des choses comme ça. ouais, Et je trouve ça génial de casser les codes et ouais, voilà, de ouais. pas se dire que pour arriver à tel endroit, il faut cocher cette case, c'est puis celle-ci, puis celle-ci, puis Mm. celle-là. Non, il y a des gens qui arrivent alors sans faire n'importe quoi, hein, mais à ne pas justement suivre ces chemins tout tracés que beaucoup de gens ont envie qu'on respecte. Et je Quand trouve je ça regarde, génial. pardon. Quand je regarde en arrière, en 2013, j'ai eu un problème cardiaque et le chirurgien m'avait dit, ben, le sport, c'est fini pour toi. Et là, je lui dis, mais non, mais ça, c'est impossible. Achevez-moi dans ce cas-là. Et il me dit, ben, une solution, c'est d'opérer, en fait. Et du coup, j'avais été opéré à Rennes, début janvier, là, et puis depuis, je fais du sport. Mais tu vois, si je repense à ce 15 décembre 2013, et ben, il m'avait dit, c'est fini. Et là, j'ai au Norseman. Donc, c'est encore plus bizarre. Bah ouais, non mais voilà. Ouais, Voilà, bah, tu vois, tu me donnes des frissons là, tu vois. ouais, ouais, c'est bizarre, hein, ouais. C'est Mais grâce à lui, enfin, c'est des magiciens, ces gens-là. Vraiment. Mm. ouais, et puis en même temps, il te dit là potentiellement c'est fini quoi. Ah Enfin, ouais, mais il dit ça. Et puis je lui dis, mais non, non, c'est pas possible. Non, faut trouver une solution. Je lui dis, je vais pas prendre des cachets toute ma vie, et pas faire d'efforts violents, ou pas de course. Je dis, mais non, non. Et donc il avait appelé son pote de Rennes, et il disait, si, on opère ça, en fait. Et donc il m'avait opéré le 2 janvier. hmm. Ouais. Et ça a marché. Parce qu'en plus, ça marche pas à chaque fois. Ouais, voilà, en plus ouais. Ouais, ouais, cool. Et tu vois, sur le Grand Raid du Finistère que j'organise, j'ai autorisé la participation d'un coureur qui a justement des problèmes, enfin qui a eu des problèmes cardiaques qui avait énormément de mal à avoir des autorisations de la part des médecins pour faire du sport en compétition. Et enfin, il a un parcours incroyable. Enfin, il fait des traversées de massifs à vélo, à pied, Ouais, des tours de Bretagne en bikepacking. Enfin, c'est des trucs de fou que la moitié des coureurs qui ont un certificat médical ne feront jamais. Mais lui, il fait ça tout seul. Et puis, bah, il a fini par réussir à avoir justement ce certificat médical en faisant tout ça, ouais, toutes ces épreuves en solo. Et, euh, et voilà, il y a plein de gens comme ça qui ouais, arrivent c'est cool. à, à surmonter, même si on leur dit non, faut pas. Bon. Ouais. Ronan, on arrive gentiment à l'heure. Mhm. C'est passionnant notre conversation et j'aime bien C'est cool. sortir un petit peu aussi de raconter d'autres histoires que celles du trail. Et c'est aussi l'objectif de ce podcast qui s'appelle l'instant outdoor et de parler aussi un peu d'autres sports que le trail tout le temps. Est-ce que tu aurais un message à transmettre à ceux qui nous écoutent? On a compris que ton objectif, c'était justement d'avoir ce t-shirt noir pour le Northman. Euh, Est-ce que tu aurais un message à transmettre à tous ceux qui auraient écouté le podcast et qui pourraient aussi peut-être être intéressés de te suivre durant l'aventure? Bah, le message, c'est dire que vraiment le sport, ça ouvre des portes mais incroyables. Si vous avez la chance de faire du sport collectif, déjà quand je vois mon histoire personnelle, c'est extraordinaire. Et puis pour se découvrir, le sport d'endurance et d'ultra trail, enfin d'ultra endurance, c'est vraiment extraordinaire et qu'on soupçonne vraiment pas les capacités du corps humain et même du sien, quoi. C'est assez incroyable. Donc voilà, et puis remercier surtout les 10 personnes qui me suivent et qui viennent avec moi en Norvège parce que là en plus rester en Bretagne, attendre la Norvège avec le temps qu'on a, c'est pas génial pour les personnes qui aiment le soleil, quoi. En l'occurrence ma femme. Donc Hmm. c'est un peu compliqué ce temps-ci, mais voilà, vivement qu'on soit parti. Bon, eh ben, écoute, moi je suivrai ça avec grande attention. Et puis, en tout cas, je m'engage ici à affirmer une nouvelle fois que bah, j'irai jamais euh, faire cette aventure parce qu'il fait beaucoup trop froid. Ouais. C'est impossible pour moi d'aller là-bas. J'ai entendu que tu aimais bien le show, toi. Ouais. Ah ouais, non, non, c'est pas Ouais. possible, hein. Ça, franchement, je pense que je reste sur le bateau. C'est
Ouais. Ou alors, une fois que j'ai plongé, je remonte. Je sais pas s'il y a moyen de Il n'y a remonter, pas mais moyen. Il n'y a pas moyen. il n'y a pas moyen. Non, Bon, à bah moins qu'il y ait alors, un autre qui t'aide, quoi. bah alors je reste dessus. Ok. Bon, bah écoute, merci Ronan d'avoir partagé ton Merci à histoire. toi. C'était génial. Et puis, bah, bonne aventure à toi et j'espère que tout se passera comme tu le souhaites. Mais en tout cas, vu comme tu l'as préparé avec cette intensité, cette rigueur et cet accompagnement aussi. Hein. Merci à tous Ouais. tes accompagnateurs. Merci aussi à tous tes partenaires qu'on a cités dans le podcast. C'est toujours chouette de pouvoir compter sur des gens pour nous aider à accomplir nos défis. Merci Ronan, encore une fois, et à bientôt. Merci François, c'était super sympa. Cool.